il est important que nous ayons une industrie qui soit efficace. Et les fournisseurs sont un élément très important parce qu'ils travaillent énormément dans l'industrie. Les entreprises qui travaillent dans le secteur, les entreprises qui travaillent dans le secteur pétrolier et minier dépensent 1 billion de dollars par an pour l'acquisition de biens et services. Les acquisitions à ce niveau impliquent des risques, mais aussi des opportunités. Bien que les contrats de fournisseurs peuvent être vulnérables et exposés à la corruption, la grande échelle des dépenses peut aussi créer des opportunités pour des pratiques innovatrices. Mon organisation de partenariat réfléchit beaucoup sur ces thèmes et donc c'est un honneur pour moi d'être ici et de travailler sur ce panel pour l'avenir, pour assurer cette transparence pour les fournisseurs. Et donc, je vais présenter nos panélistes. D'abord, nous avons Rob Pittman, qui est qui travaille pour l'Institut de gouvernance de ressources naturelles et puis il est chef principal de gouvernance. Et de la part, nous avons Walid Wasser, président intérimaire du conseil d'administration et chef de planification stratégique de l'administration libanaise du pétrole. Et ensuite, nous avons Daniel Driscoll, vice-président juridique et sur conformité de Endeavour Mining. Et nous avons une vidéo de Sylvia Boucan, qui est la responsable des chaînes d'approvisionnement de l'autorité pétrolière du Royaume-Uni. Et ensuite, nous avons Daniel Driscoll, qui est vice-président juridique et conformité. Et finalement, avant de poser la question, Inès Marquez va nous parler. Elle est directrice des politiques du secrétariat international de l'ITIE pour qu'elle puisse partager ses réflexions. Chacun des panélistes aura 5 minutes pour leurs interventions. Et s'il y a du temps, on va pouvoir répondre à des questions. Et je vais permettre à tous les participants de faire des commentaires et de poser des questions. Je vais donner maintenant la parole à Rob Pittman, qui est un auteur du Sous la surface ou en profondeur, plaidoyer pour une surveillance des fournisseurs de l'industrie extractive. C'est à vous, Rob. Avant de cela, euh, s'il vous plaît, posez des questions sur la foire des questions, c'est-à-dire la fonction foire aux questions de cet événement. Merci beaucoup et merci de me donner la bienvenue et de cette introduction. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour discuter ces thèmes qui sont tellement importants. Je veux discuter 3 choses. D'abord, je vais parler du rôle des fournisseurs dans les industries extractives et quels sont les enjeux pour les gouvernements et les entreprises et les citoyens. Et troisièmement, et qu'est-ce que fait le gouvernement et les entreprises actuellement? Et donc, je vais commencer tout de suite. Quant à rôle des fournisseurs, parce que puisque c'est organisé d'une certaine façon, les entreprises extractives, on pense aux grandes exploitants qui ont des droits pour l'exploitation du pétrole et de mines, BHP, Exxon, ou, ou Codelco pour le gaz. Et donc, il est important que la plupart des activités d'industrie extractive ne seraient pas possibles sans une multitude de services et de fournisseurs qui donnent les biens et services dont on a besoin pour extraire les ressources naturelles. Ces entreprises sont utilisées dans tous les projets, exploitation, opération, maintenance, et donc certains fournisseurs peuvent donner des services dans tous ces domaines. Il y en a d'autres qui sont très spécialisés et qui donnent des produits à dans un certain processus ou une certaine étape. Les fournisseurs, ce sont des grandes entreprises internationales, transnationales comme Caterpillar. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécialisées, qui sont plus petites. Et donc, quels sont les enjeux pour les gouvernements et les entreprises? Simplement, il y a beaucoup d'argent. Utilisant les données, euh, nous, dans notre institut, on pense que 2 tiers d'un dollar dépensé dans l'industrie extractive et pour les fournisseurs. Donc, on parle ici d'1 billion de dollars chacun dans l'amont. Et donc, cela a des retombées pour la rentabilité, les recettes fiscales générées par l'industrie extractive et cela donne également des opportunités pour que les pays puissent construire des entreprises locales.
Un autre élément qui est beaucoup plus sinistre, c'est grâce aux dépenses énormes, présentent des opportunités pour la corruption et des profits illicites. Examinant les cas qui ont été examinés par le Royaume-Uni, on voit que les fournisseurs sont présents souvent dans des scandales de corruption. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? J'ai ici deux histoires. D'abord, il y a l'élément négatif, c'est-à-dire le fait qu'il y a très peu d'entreprises et de gouvernements qui publient de façon systématique des données sur cette transparence. Donc, il est très difficile de déterminer l'échelle et les bénéfices, et l'échelle des bénéfices et des défis des fournisseurs et les politiques qui fonctionnent et les politiques qui ne fonctionnent pas et qui sont performants et qui ne sont pas performants. Mais il y a un élément positif, c'est parce que certains fournisseurs et certaines entreprises de gouvernement reconnaissent que les problèmes que je viens d'indiquer et ils ont déjà pris des démarches pour assurer cette transparence. Et donc, il y a trois façons principales qu'on peut faire cela. D'abord, nous voyons les renseignements qui sont publiés sur tous les processus par Rio Tinto et les autorités du gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, rassemblent des outils de divulgation pour publier des données et des statistiques sur les appels d'offres et les contrats. Et un exemple intéressant qu'on va écouter plus tard dans ce webinaire, c'est le LPA au Liban. Et nous allons publier une liste de fournisseurs avec leurs propriétés effectives. Cette information est très utile pour assurer la confiance publique et aussi le contenu local pour que les entreprises locales puissent savoir qu'il y a des opportunités pour elles et quelles sont les entreprises qui ont besoin d'un suivi. Le deuxième domaine, c'est les dépenses des fournisseurs. Pour longtemps, le montant dépensé par les fournisseurs avait été donné à nous au niveau global. C'était simplement des chiffres très approximatifs. Mais maintenant, les entreprises augmentent le niveau de détail sur leurs dépenses pour que ce soit des données utiles et probantes. Une entreprise a un standard, une norme qui s'appelle le mécanisme de rapportage dans le secteur minier pour les projets spécifiques. Et donc, ils font une ventilation de ces données au niveau local. Et maintenant, Durango qui est en train de faire utiliser ces informations. Ces informations sont très importantes pour comprendre ce qui se passe au niveau local et sont utiles pour communiquer les bénéfices qui viennent de l'industrie extractive. Le troisième domaine que nous examinons pour assurer la transparence, c'est la contribution des fournisseurs aux recettes fiscales. Et il y a très peu d'orientation politique pour cela. Cette information aide à établir des politiques fiscales plus efficaces. Et il est intéressant que l'innovation est catalysée par l'ITIE. Par exemple, le Mali et le Guinée ont des divulgations, des réglementations sur la divulgation des fournisseurs. Et donc, pour terminer, je vais d'abord dire qu'il y a, il y a beaucoup d'enjeux pour les fournisseurs. Mais néanmoins, dans ce domaine de transparence, il y a beaucoup de bénéfices. Et deuxièmement, on voit certaines actions de la part des gouvernements et des entreprises qui assurent un combat contre la corruption. Mais comme c'est fait de façon préliminaire, il faut assurer qu'on relève le défi pour assurer une plus grande transparence et une plus grande diffusion des informations. Par exemple, l'initiative de l'ITIE peut jouer un rôle dans ce domaine. Et je vais écouter les autres panélistes pour continuer cette discussion et merci de m'avoir écouté. Merci, Ron. C'est une perspective générale de tous les éléments du puzzle et, et nous indiquer quelles sont les directions qu'on doit prendre. J'avais déjà des questions, mais vous avez déjà répondu à certaines questions et vous avez dépassé votre temps. Non, mais j'encourage à tout le monde de lire votre rapport, votre livre et aussi je demande à tous de poser des questions à part sur le chat si vous en avez.
Maintenant, je vais passer la parole à Valérie Nasser, qui, euh, qui va parler de l'expérience récente du LPA. Bonjour tout le monde, merci à l'ITIE et son secrétariat d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir invité les gens de partager son expérience. Nous sommes des débutants dans cette industrie extractive. Nous avons un secteur qui a des piliers forts pour la transparence. Nous avons installé un cadre juridique qui est complet avec beaucoup de détails sur tous les aspects du secteur pétrolier. Euh, Depuis la découverte jusqu'au démantèlement. Dans ce cadre juridique, ce qui est important pour ce séminaire aujourd'hui, c'est le thème des achats publics, des appels d'offres et la divulgation à ce sujet. Et le cadre juridique exige qu'on ait de la concurrence dans les achats publics et les acquisitions pour les fournisseurs. Et nous avons un système de partage de production pour toutes les entreprises de gaz et de pétrole. Et dans les contrats, la première démarche que nous avons exigée, c'est que nous avons publié les contrats qui ont déjà été signés entre les entreprises et le gouvernement. Ça, c'était quelque chose de très nouveau et novateur. C'était la première euh, démarche pour assurer que les citoyens soient au courant de ce qui se passe et que nous faisons un effort pour assurer la transparence, c'est-à-dire avec la publication des contrats. Le contrat indique tous les processus que l'exploitant doit utiliser pour mener à bien son travail. Et le recrutement également de personnel national doit être publié dans plusieurs sites de web et le processus de recrutement doit suivre certaines orientations. Et pour les achats publics et les appels d'offres, doivent être publiés clairement avec tous les procédés, les processus et les exigences de divulgation. Et et nous, le Liban, a fait de la préparation pour être membre de l'ITIE, mais parallèle, jusqu'à ce qu'on puisse être des candidats et devenir membre de l'ITIE, le gouvernement a choisi d'intégrer les normes ITIE au niveau national dans le pays et dans le cadre juridique du pays. Et donc, une loi spéciale avait été adoptée par le Parlement qui améliore la transparence dans le secteur pétrolier, qui avec des lois spécifiques pour le secteur et indiquant toutes les exigences que les entreprises doivent mettre en œuvre pour assurer cette transparence. Et le Parlement a aussi ratifié une loi pour l'accès public à l'information. N'importe quelle personne, que ce soit une personne libanaise ou non libanaise, peut demander plus d'informations et divulgation de n'importe quelle institution du gouvernement. Nous avons une section spéciale sur le site web où n'importe qui peut poser la question et demander de l'information. Et donc, le cadre juridique, quand il s'agit d'appels d'offres et d'achats publics, il faut avoir une procédure pour les contrats importants. Et il y a d'autres procédures pour des contrats moins importants. Et donc, il faut faire une publicité des services et des biens qui sont nécessaires et l'exploitant doit choisir la meilleure offre. Et ce processus doit être audité pour assurer que toutes les obligations ont été remplies. Et en plus de cela, c'est la divulgation qui est un élément très important. Et les contrats doivent être divulgués et nous avons publié aussi la liste des sous-traitants, la entreprise, les services qu'elle fournit et aussi les propriétaires effectifs. Cela a été quelque chose de nouveau parce que ce n'était pas une pratique commune dans notre pays, mais nous avons décidé de faire cela dans l'objectif d'assurer une plus grande transparence et la redevabilité. Surtout dans ce secteur au Liban, c'est un nouveau secteur et donc le public examine ce secteur de très près. Et donc nous voulons assurer que nous soyons transparents. Il y avait beaucoup de questions. Oui, vous avez fait un achat public concurrentiel
Et il faut assurer qu'aussi les contrats et la sous-traitance soient transparentes également. Et sur la base des noms des entreprises, on montre que toutes les entreprises ont de l'expérience et qu'ils font un travail pertinent pour le secteur. Et les propriétaires effectifs ne sont pas des personnes politiquement exposées. Et ça, c'est très important pour le secteur, pour assurer la crédibilité et aussi pour les entreprises qui travaillent au Liban. Donc, cela avait été publié et nous avons pu faire cela. Nous travaillons actuellement sur euh, une, euh, une loi pour assurer encore plus de divulgation, pour assurer que non seulement les contrats, mais aussi les sous-traiteurs et leurs contrats soient divulgués au public avec information technique, information financière qui normalement est confidentielle, mais aussi nous avons exposé les contrats, les propriétaires effectifs, et cela a été fait ces derniers mois après avoir fait la première exploration au Liban. Cela avait été très accueilli par l'opérateur, par l'exploitant et le consortium d'entreprises qui avaient travaillé au Liban. Donc, je vais les remercier pour à faire cela et ils appuient les initiatives de l'ITIE et notre initiative au Liban. Et tous ceux qui avaient des contrats ont coopéré, ils n'ont pas eu de problème pour publier leur nom et les propriétaires effectifs. Cela a été fait d'une façon très collaborative avec LPA et aussi les entreprises. On avait un retour des organisations de la société civile qui font un suivi de ce secteur et qui publient régulièrement des articles sur la performance de ce secteur et les mesures de transparence qui sont mises en œuvre. Et quant à la divulgation, nous avons fait beaucoup de sondages séismiques pour quand ils dépensent leur propre argent, les entreprises, pour utiliser les données. Et le gouvernement bénéficie de ces contrats et publie les recettes fiscales et les bénéfices que reçoit le gouvernement grâce à ces sondages sismiques. Et une fois que nous aurons commencé la phase de production, nous allons publier, bien entendu, les données sur la production. Je pense que j'ai déjà dépassé les 5 minutes qui m'avaient été accordées. Je peux continuer en plus de détails si vous me donnez plus de temps. Mais s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui, vous êtes resté dans les limites du temps. Vous avez montré comment la divulgation et la transparence sont une partie de plusieurs étapes d'un processus. Je suis très intéressant comment la contractation ouverte fonctionne, mais on va parler de cela plus tard. Et donc, merci beaucoup. Et nous avons beaucoup d'éléments de réflexion dans votre présentation. Et pour une perspective, de la perspective, nous avons Daniel Driscoll. D'abord, pour cette opportunité de parler et de partager un peu ce que nous faisons dans ce domaine. Le premier élément, c'est que les obligations juridiques exigent que les entreprises, c'est rien de nouveau. On a eu déjà des réglementations et des sanctions internationales et du travail législatif pour gérer les faits. Ce qui est neuf maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on continue ce travail pour aller au-delà de ce qui avait été fait précédemment. Par exemple, au Royaume-Uni, son modèle est suivi au niveau global et les autres pays sont en train d'utiliser leur modèle pour leur législation pour que tout le monde sache qui sont les partenaires, qu'ils sont en train de combattre la corruption, qu'ils respectent les droits de la personne et que tout le monde paye euh, ses obligations fiscales. Les entreprises sont en train de faire ça de façon volontaire et les entreprises veulent s'assurer qu'ils travaillent avec des gens qui ont des valeurs. Et nous avons trouvé qu'il y a des filtres pour assurer
les tiers et qui ont été utilisés depuis un certain temps pour faire un filtre pour savoir avec qui les entreprises travaillent, c'est-à-dire les fournisseurs. Mais les industries sont en train d'utiliser une technologie pour assurer que les personnes et les entreprises avec lesquelles ils travaillent ont une transparence. Et donc, ces processus ont un grand avantage parce que non seulement vous examinez votre propre chaîne de valeur, vous examinez vos partenaires et vous examinez les investisseurs et les banques avec lesquelles ils travaillent. Et donc, on peut amplifier le travail que quand on examine vos processus, vous devez pouvoir expliquer ce que vous avez fait pour que vos partenaires se sentent à l'aise de travailler avec vous. Ce que nous avons vu, c'est le combat contre le changement climatique. Et donc, nous avons parlé un rapportage sur les émissions, et cela n'est pas nécessairement à la terre dans tous les pays. Mais il y a des entreprises qui ont commencé à faire une collecte de ces données sur le changement climatique. Il y a néanmoins, il y a beaucoup de compréhension, qui n'est pas disponible sur les émissions, mais les données disent qu'il y a, heu, la dimension, des émissions. C'est un élément très important pour, le changement climatique. Il faut comprendre cela à l'intérieur de votre, chaîne de, fourniture. Le défi ici pour l'industrie extractif, c'est d'assurer un équilibre entre les obligations internationales et les obligations locales. Et là, on a besoin d'un cadre juridique qui soit clair, que les gouvernements et les entreprises respectent, qu'ils n'affectent pas les valeurs qu'ils affichent. C'est un domaine que pour les grosses entreprises, ils ont, ils ont le poids et les processus pour dire non quand la réglementation locale d'achat public ne sont pas respectées. Et donc, ils ont une réglementation qui est plus élevée que les petites entreprises. Mais ça, c'est un défi pour les petites entreprises extractives qui n'ont pas la capacité. Ils ont moins de réglementation et ils sont exposés à de plus grands risques et ils ont moins de procédés ou de processus qui fait que c'est plus difficile pour eux de dire non à certaines pratiques. Et donc, c'est plus difficile pour les petites entreprises extractives. La faisabilité de l'entreprise dépend d'un seul projet parfois. Et de là, ça peut créer des incitations de ne pas établir certains engagements. Et c'est donc un domaine où la communauté internationale peut jouer un rôle pour développer un cadre juridique pour donner des orientations à ces fournisseurs et des entreprises pour assurer que les engagements locaux respectent les normes et assurer cette transparence et la conformité. Et, et les mécanismes de rapportage sur les achats publics et les appels d'offres peut combler cette lacune. Et les entreprises doivent respecter l'LMPR pour améliorer la gestion intérieure dans les entreprises minières, pour renforcer leur capacité de travailler avec les parties prenantes du gouvernement, avec des informations pratiques pour qu'ils puissent collaborer avec d'autres et aussi d'augmenter la transparence dans tous les processus et tous les procédés des achats publics et des appels d'offres. Et donc, je vais terminer ici. L'élément le plus important, c'est que pour les entreprises actives, chacun examine sa propre chaîne de valeur, mais nous sommes au beau milieu du processus. Nous donnons des matières premières aux fournisseurs et par exemple Kimberly Processed Diamonds ou une autre entreprise pour l'or peuvent être utiles pour assurer quelle est l'origine de leurs ressources pour garantir
que le produit final, les diamants, l'or, etc., vient d'une source responsable. Merci. Cet élément, dernier élément, me paraît très important et souvent on oublie ou on néglige cet élément dont vous aviez parlé. Et cela nous donne une idée sur les filières plus amples quand on parle des obligations internationales et des obligations euh, locales. Nous allons avoir une présentation de Sylvia Buchan. Elle a préparé un vidéo euh, qui est un outil pour assurer la transparence des fournisseurs. Bonjour, je m'appelle Sylvie Buchan. Je suis chargée des chaînes d'approvisionnement pour l'autorité qui gère le secteur gaz et pétrole au Royaume-Uni. Je vais vous expliquer aujourd'hui nos objectifs et le fonctionnement de ce nouveau programme Pathfinder. Je suis heureux de voir que Mr. Décolle est là avec nous et répondra à vos questions. On a démarré ce programme il y a environ 10 ans pour améliorer la visibilité ici dans les différentes activités. On s'est rendu compte qu'on avait en fait besoin d'une plateforme pour partager des informations et nos différentes activités en temps réel. Le nom du projet, la fenêtre d'opportunité, toutes sortes de détails existaient déjà, mais il y avait d'autres données qui n'étaient pas en fait disponibles. C'est une unité extrêmement utile pour l'industrie. Ici, on permet aux opérateurs de trouver toutes sortes de solutions dans la chaîne d'approvisionnement et pour résoudre des problèmes qui sont déjà présents. C'est aussi un véhicule qui va piloter finalement les chaînes d'approvisionnement collaboratives. Voilà une vidéo que je vais partager avec vous. Le projet a été lancé en 2010 pour avoir une meilleure visibilité sur les opportunités de passation de marché, avec 3 critères: les détails du contrat, la fenêtre d'opportunité et les détails de contact. Sylvia dit que ce projet, maintenant on l'a baptisé Energy Pathfinder, a été révisé et étendu pour faire face aux nouveaux défis de l'industrie et des sociétés qui travaillent. Une grande réussite. Plus de 1000 abonnés actuellement utilisent le système régulièrement. Pour l'instant, il y a 100 opportunités. Nous avons utilisé ce programme pour trouver de nouvelles façons de passation de marché pour mieux gérer notre découverte Ravel. C'est très innovateur. On utilise les révisions mensuelles comme une source d'intelligence et de données dans l'industrie. On apprécie beaucoup cette initiative. Cela nous aide à mettre sur pied des campagnes multi-opérateurs et qui sera très utile pour notre industrie. Voilà, on a des détails sur les fournisseurs qui ont gagné des contrats et qui ont besoin d'autres fournisseurs. Il y a une boîte où on peut soumettre des suggestions, des informations sur les plans de travail qui sont disponibles. Plus de détails dans les informations sur les projets, c'est-à-dire les prix qui seront décommissionnés, etc. Des appels d'offres à venir, la possibilité de mieux gérer des projets avec multiples opérateurs,
plus une carte interactive, des remises à jour par email avec des informations qui couvrent toutes sortes d'énergie et tous les aspects de l'énergie en détail avec toutes les informations sur les prestations de marché dans ces activités. Voilà l'adresse web. Donc, on a travaillé avec les opérateurs dès le départ, passant de la découverte, développement et décommission des différents sites. Les développeurs, les opérateurs montent des informations sur ce site. Pour accéder, vous ouvrez notre site web au GA, vous cliquez, et là vous avez une page qui ressemble à cela. Cliquez sur chaîne d'approvisionnement. Ensuite, commencez à avoir des données. Là, vous voyez une page. On a en haut, on a toutes les sections différentes. Et là, on a les offres, les contrats et les collaborations. Vous cliquez dessus pour voir toute la liste qui se déroule. Si vous cliquez sur les offres d'appel à venir, vous avez la liste en dessous. Voilà la liste des projets en cours. Là aussi, c'est sous-divisé en découverte, développement, décommission et transition énergétique. On est fiers de cet outil. On l'a créé pour l'industrie, pour aider l'accès à l'information, pour avoir plus de confiance, plus de transparence et pour avoir de nouvelles solutions à des problèmes, et tout en un seul site. Comme j'ai dit, on a 140 projets, 36 opérateurs, et c'est certainement un outil sophistiqué et unique pour l'industrie, et j'espère que vous pourrez prendre le temps de l'explorer. Je vous souhaite une réunion intéressante et réussie. Merci. Bon, c'est très intéressant de voir à l'écran tout le processus et elle a parlé un petit peu de la transition énergétique. On abordera ce sujet pendant les questions et réponses. Inès Marquez va nous parler maintenant. Merci. Et Carrie, merci de toutes ces interventions. Je pense qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent actuellement. Il y a beaucoup d'opportunités de faire du reporting pour améliorer la gouvernance. Je veux dire que les pays comme la Tanzanie, l'Irak, le Sénégal, Mali ont utilisé notre processus, nos outils pour cette gouvernance. Par exemple, regardez combien les sociétés dépensent sur les achats, qui sont ces fournisseurs, où ils sont, et combien ils règlent en termes d'impôts au gouvernement. Ce n'est pas obligatoire, mais ces pays ont décidé d'élargir en fait le reporting de l'EITI pour inclure ces aspects. Et c'est important. On veut bâtir davantage d'innovation là-dessus. Et là, on vient d'entendre les cas du Liban, du Royaume-Uni. Et nous sommes heureux de voir que la communauté de l'EITI partage ces informations. Notre rôle, c'est de lancer des discussions ici, de lancer des discussions avec les partenaires dans les mois à venir sur des détails précis et des règles, identité des fournisseurs pour les dépenses
nous voulons aussi voir comment nos conseils concernant ce processus peut être utilisé par les pays membres et d'autres sociétés, de pays qui veulent avoir davantage de transparence. Donc, on se félicite de vos suggestions dans ce domaine et je vous souhaite une discussion intéressante. Merci Inès. Nous sommes tout à fait à l'attente de ce qui va se dérouler à l'avenir avec le IPI dans ce domaine-là. On va maintenant regarder un peu les questions. J'ai des questions dans le chat. Je vais peut-être commencer avec le sujet de la transition énergétique. Sylvia a parlé de cela comme étant un des aspects de ce plateforme Pathfinder qui a été revu et révisé. Alors, quel rôle de transparence des fournisseurs dans ce domaine? Quelqu'un qui voudrait dire quelque chose là-dessus, Chris? Je pense que on a été un peu pris de court par cette question de transition énergétique depuis un an avec la pandémie et tout le reste. On a vu une accélération des projets de transition énergétique. C'est très important. Et je pense que cette transparence de la chaîne d'approvisionnement, une visibilité sur les contrats à venir, tels que Pathfinder, en fait, on aura une vue des contrats du début jusqu'à la fin grâce à ce genre de plateforme. On a un autre processus qu'on a à OGA et qui regarde les opérateurs et les récipients de licences et les conditions de leur rapport. On regarde toutes les stratégies de contrat qui sont examinées et approuvées, tous les appels d'offres. Une partie de l'information est publique, il y a des parties qui sont confidentielles, mais une fois le contrat passé, on peut en faire la publicité. Cela permettra à les sociétés plus petites de gagner des contrats, je pense. Il regarde cette question, je pense que c'est vrai, c'est intéressant. C'est une sorte de force externe auquel les industries d'extraction doivent faire face cette transition. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui force une meilleure divulgation. En ce qui concerne le pétrole et le gaz, on va certainement voir des projets plus rapides et peut-être moins rentables. Donc, pour bien comprendre les grandes lignes de ces projets et leur interaction avec l'économie locale et globale, fera partie de toutes sortes d'analyses de la rentabilité de ces projets. Et je pense que c'est important de bien saisir, même avec les différents scénarios, le nombre de nouveaux projets qu'on va voir. Même avec les scénarios les plus extrêmes, il y a beaucoup d'activités de fournisseurs à l'avenir. Récemment, on a dit que
en 2027, il y aura autant de contrats qu'en 2019. Donc, il y aura des contrats, il y aura des marchés. Et je pense que c'est important de dire que les fournisseurs sont très engagés dans ces procédures euh, concernant cette transition énergétique et les différentes pratiques qui s'y attachent. Merci, Rob Pittman. Il faut garder toutes ces choses en tête. Il faudrait peut-être en faire un séminaire un jour. Je me tourne maintenant vers la boîte questions-réponses. Peut-être pour Walid, vous avez dit que deux parties sont confidentielles, une partie technique et une autre partie. Et vous pourrez nous parler un petit peu de cela. Et quels seraient vos conseils pour les pays qui regardent les exigences de transparence et comment y traiter? Bon, merci pour les questions. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes en train de rédiger un décret d'application qui nous permet de publier des contrats, des sous-traitants, pas sur la licence d'exploration. Et tenant compte qu'il y a des informations confidentielles dans ces contrats qui ont trait à des précisions techniques, des technologies, des approches utilisées par certaines sociétés confidentielles. Et l'autre, c'est des informations financières, le coût des projets, garder secret car ça peut les meilleurs prix. Donc, on a étudié tout cela pour le soumettre dans notre texte au gouvernement. Et concernant votre question sur notre expérience, on est de nouveau venu ici un peu, donc je ne peux pas vraiment m'ériger en conseiller. Mais depuis le départ, ce que le gouvernement souhaite, c'est d'avoir un système transparent et responsable. Et il faut pour ça un cadre juridique très solide. C'est comme ça qu'on a démarré. C'est là pour que les sociétés de services et autres sachent à quoi ils ont affaire, sans surprise. Toutes les sociétés donc étudient ces cadres juridiques, ils viennent dans le pays, commencent à investir, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ce cadre. Ensuite, c'est plus facile de travailler avec eux et d'avoir des divulgations nécessaires. Si les règles ne sont pas claires, là, vous ouvrez la porte à des malentendus ou un peu de friction avec des sociétés qui se méfient. Donc, c'est vital. Je pense que les sociétés qui ont bonne réputation et qui ont l'intention de garder cette position peuvent coopérer de façon positive avec le gouvernement une fois ce cadre établi. Ça donne crédibilité à ces sociétés, pas tellement pour le gouvernement. Ils montrent qu'ils sont en train d'observer, de se conformer à la réglementation, ce qui améliore leur image et facilite le reporting, y compris le reporting dans le domaine de l'environnement, qui fait partie du panorama. Toute cette situation de pollution, changement climatique, etc. Donc, ce paquet de mesures est très intéressant pour les deux parties. Donc, mon conseil serait de suivre cette voie. Très bien, je pense que c'est tout à fait logique, même en parlant,
simplement de passation de marché. Je dirais que vous avez un petit peu flexible puisque vous êtes nouveau venu, même si vous dites que vous n'avez pas d'expérience. Je pense que c'est un exemple excellent que d'autres pourraient suivre. Et la première question, nous, dans notre Open Contracting Partnership, avait démarré un rapport aussi qui traite des points confidentiels, qui pourrait être utile aussi. Merci, Walid. Bon, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Une question pour Daniel. Question plutôt large. Est-ce qu'on devrait encourager les fournisseurs de divulguer? Micro. Oui, désolé. Pour reprendre ce que je disais, les sociétés d'extraction sont au milieu de cette chaîne de valeur et beaucoup de réglementation est en fait en amont. Mais cette chaîne de valeur continue après. Et c'est là où des initiatives telles que, par exemple, le processus Kimberley, là, il s'agissait de diamants. On a des réglementations pour des autres produits des pays en conflit. Single Mind Origin, une autre initiative où il s'agit de l'or. Des bijoux sont toujours en fait l'utilisation principale de l'or et souvent ces bijoux sont présents dans les magasins dans nos villes et je pense que c'est bien quand on achèterait un collier en or de savoir qu'il n'y a pas eu de corruption, que l'environnement n'a pas été détruit, que la démocratie et l'état de droit n'a pas souffert. C'est là où ce programme est tout à fait nécessaire. Il y a par exemple l'extraction MSN. Bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que tout cela peut avoir certains avantages. Ça coûte plus cher de divulguer, d'être transparent, bien sûr, mais il faut donner la reconnaissance. Il faut avoir une certaine reconnaissance quand le produit est produit correctement et de donner aux consommateurs la certitude ici et le confort d'une origine correcte. Et je pense que c'est de plus en plus dans la conscience de tout le monde. J'ai même fait de la recherche dans ce même domaine. On gardera ça pour notre webinaire. Bon, question pour Chris. Est-ce que OGA a évalué le plateforme Pathfinder? Et une autre question sur les opportunités qui sont visibles sur cette plateforme. Bon, nous, je peux dire que Pathfinder joue un rôle clé. Les choses ont maturé depuis ces dernières années. On avait en fait des champs qui étaient un peu isolés. Maintenant, on peut avoir un dialogue entre opérateurs. Il y a des opportunités de collaboration, même après l'étape de la démantèlement. Il y a un projet qui s'appelle Revel. Ils utilisent Pathfinder
pour poser des questions à la communauté de la chaîne de valeur, d'approvisionnement, pour avoir un certain soutien. En fait, ils cherchent des processus d'engineering auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. Donc, c'est la communauté des opérateurs, des projets, non seulement des contrats en amont, mais lors de la chaîne d'approvisionnement. Et des, on aura les détails des contrats signés sur ce système, non seulement pour la transparence, mais ça donnera la possibilité de ceux qui sont un peu plus éloignés de rechercher ces sociétés et voir s'ils peuvent aussi en profiter de leur technologie. Oui, merci. Je pense que Rob voulait ajouter quelque chose. I think this is a really interesting point that Moses brings up about, Bon, our je, je pense que c'est un point très important que Chris et même Walid publier en fait les contrats. Je, je pense que la transparence des contrats qui se focalise sur les grands contrats entre le gouvernement et les opérateurs, mais je suis pas sûr qu'on ait à 100% besoin des mêmes choses pour les contrats avec les fournisseurs. Souvent, ces contrats, il y a un grand volume de contrats entre deux parties privées et je pense que ce qu'il faudrait plutôt, c'est des outils qui ont plein de données, avoir des métadonnées sur ces contrats. C'est le genre d'outils qu'on voit dans les systèmes publics de procuration publique. Et Pathfinder, c'est un excellent exemple dans ce domaine. Avoir cette ouverture sur les données, les standards, les données, c'est excellent. Et la question est intéressante. Je pense que simplement qu'il ne faut pas essayer de transposer tout des contrats sur les ressources, des contrats sur les fournisseurs. Oui, ça c'est toute autre affaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points, mais je suis d'accord que notre standard est un outil qui pourrait être utile pour avoir ces données. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. Si il y a quelques questions dans le chat encore qu'on pourra traiter. La question sur le rôle de MSG dans cette transition a été, je pense, important et sera en fait un thème pour une conversation future. Des questions très intéressantes. Merci tout le monde. Et merci EITI d'avoir convoqué cette rencontre. Ça a été intéressant pour moi. Et merci au CP aussi pour les informations. Bon, j'ai l'impression qu'on est qu'au début de nos efforts ici. On a parlé des règles de passation de marché, réglementation internationale, identité des fournisseurs, changement climatique et plein de choses. Donc, matière à beaucoup de discussions à l'avenir, même au-delà des questions de transparence. Et donc, je me félicite de continuer la discussion à l'avenir. Merci à tout le monde. Inès.
Merci au panel et merci, Kerry, d'avoir bien géré cette discussion. Et merci tout le monde d'être resté avec nous jusqu'à la fin et pour vos questions et remarques utiles que nous allons continuer à étudier de notre côté. Merci à tout le monde de votre participation. Merci et passez une bonne journée.